Alors ce soir, on va pas découvrir, vous le connaissez tous, mais revoir Klimt sous un autre œil. Je vous rappelle qu'il y avait deux contemporains qui se côtoyaient sans se connaître finalement. C'était Freud, Sigmund Freud et Gustav Klimt, n'est-ce pas? Et les parallèles vont vous sembler évidents. Un certain Schorske a largement écrit sur le parallèle entre ces deux et je m'en inspirerai en particulier puisque la crise de l'ego rationnel à travers la peinture de Klimt est une analyse de Schorske. On utilisera donc largement la psychanalyse aujourd'hui. On commence donc avec Klimt, peintre décorateur de la Ringstrasse. Il est possible que vous découvriez aujourd'hui de nouvelles peintures de Klimt, non pas que l'on les ait découvertes, simplement ce ne sont pas les plus connues. Klimt est donc né en 1862 à Baumgarten, qui est une banlieue de Vienne, d'un père bohémien, un père de Bohême plus exactement, qui était ciseleur, et il avait 7 frères et sœurs, sauf erreur, c'était une famille assez pauvre. À l'âge de 14 ans, il quitte l'école et il rentre à la Kunstgewerbeschule, qui est l'école des arts appliqués, l'école des arts et métiers en français. Klimt est si doué en dessin et en peinture d'ailleurs, qu'avant même de terminer son école en 1879, avec son frère Ernst Klimt et un autre écolier de la Kunstgewerbeschule, il va fonder une compagnie des artistes, la Künstler Compagnie, avec laquelle il va commencer à travailler. Il va travailler au départ, tout au moins sous la direction d'un certain Hans Makart. Hans Makart était le grand décorateur et le grand peintre officiel sous le régime de François-Joseph et il va l'emmener sur les plus grands chantiers, en particulier la villa Hermès de Hans qui n'aura pas le temps de finir puisque Hans Makart laisse sa place, il la laissera à Klimt puisqu'il meurt en 1884. La villa Hermès, vous en connaissez tous la propriétaire, c'était Sissi. Et puis, entre autres, le palais Sturani. Il y aura aussi Karl Bad, les thermes de Karl Bad, etc. Une grande partie des beaux palais néo-baroques de la Ringstrasse vont être décorés par cette équipe. Vous avez ici des décorations du palais Sturani. On est incapable de vous dire qui de la Künstler Compagnie les a faites, Klimt ou Match. On est dans un style presque rococo ou un style classique. Les signatures ne se distinguent pas encore. Le plus beau projet de l'époque, c'est le Burgtheater. Vous connaissez la tradition viennoise de la musique. On raconte que les Viennois, lorsqu'ils se rendaient dans leur café, ouvraient le grand journal, on imagine, mais ils ne lisaient pas les colonnes politiques ni les colonnes économiques. Les principales colonnes qu'on lisait, c'était les colonnes sur la musique et qu'est-ce qu'on allait donner au Burgtheater. Donc le nouveau Burgtheater a été construit et il est question de décorer ses plafonds. Les voici les plafonds, un certain nombre. Celui-ci, celui-ci, celui-là sont peints par Gustav Klimt. Voici le char de Thespis. Vous reconnaîtrez un style qu'on a déjà vu ensemble quand on a regardé le réalisme entre autres. C'est ce que j'appellerais un réalisme presque photographique qui était très typique d'un Alma Tadema par exemple. C'est ce regard positiviste, réaliste, qui aime le détail, on se passionne pour l'archéologie et on reconstitue le passé avec l'art du détail tel que la photographie pourrait le capter. C'est ce que vous avez ici et en la matière, Klimt est clairement un des meilleurs. Regardez ce gros plan sur ce visage vieilli avec un voile noir qui côtoie la jeunesse. Plus tard, dans des œuvres bien moins conventionnelles, entre guillemets, vous verrez à nouveau la vieillesse côtoyer la jeunesse. Vous avez ici le théâtre de Taormina, à nouveau presque une vue photographique d'une scène antique avec ces deux sculptures noires ou en contre-jour. Ce sont les sculptures de l'allégorie de la victoire, Nike, ailée, portant la couronne de laurier. Ici, le plafond du Burgtheater de Vienne, c'est le théâtre de Shakespeare. Il est suffisamment reconnu cette fois, on est en 86-88, pour se permettre de se présenter au sein
des auditeurs. Regardez, on peut admirer le dessin des visages, des dessins préparatoires. Je vous ai dit que c'était un grand peintre, un très grand dessinateur. Les prochaines conférences, on va travailler sur la photographie et la relation entre la photographie et la peinture au XIXe siècle. Il fait partie de ceux dont je doute fort qu'il ait travaillé à partir de photos, ou en tout cas, sauf erreur, on n'en a pas encore les preuves. Pour ce tableau, il a reçu, en tout cas pour les plafonds du Burgtheater, il n'a que 26 ans, il va recevoir la médaille de la croix, la médaille d'or de la croix du mérite. Il est le futur Hans Makart, d'autant que Hans Makart est mort, donc on en a besoin d'un. Ensuite, il va peindre l'auditoire de l'ancien Burgtheater. Et pour cela, les gens vont venir faire la queue pour poser les uns après les autres. Chacun pouvait se reconnaître sur ce tableau qui n'est pas très grand, hein, 82 par 92, on n'est plus du tout dans les dimensions des tableaux précédents. Et cette fois, c'est la médaille de l'empereur, c'est-à-dire le maximum de reconnaissance qui lui est attribué. Il est le nouveau Hans Makart. Dans la lancée, on va cette fois lui proposer et lui accorder, il a une nouvelle commission, c'est le Kunsthistorisches Museum, avec les corniches que vous voyez ici, qui représentent les époques de l'histoire de l'art. Vous avez sur la gauche un personnage, regardez, qui est déjà très ornementé, avec un travail presque de ciselure pour l'auréole. Et puis, regardez ces visages, on a ce que j'appellerais ce réalisme photographique. À droite, vous avez l'histoire de l'art grec avec cette jeune femme, je reviendrai sur le mouvement du geste plus tard, et une capacité extraordinaire à rendre le détail avec ce vase attique derrière elle. Vient ensuite cette figure d'Athéna. Alors Schorske parle d'une viennoise à la mode, peut-être. Elle est déjà assez frontale, vous voyez son médaillon, la dépouille de Méduse qu'elle porte sur l'égide, les cheveux noirs, et elle porte là encore la figure de Niké ailée en noir ou en contre-jour. Ces peintures représentent l'apothéose de ce qu'on pourrait appeler le positivisme, le triomphe de la foi en la capacité de l'homme à maîtriser les techniques et en particulier à maîtriser la tridimensionnalité en peinture. Sauf que dans ces années, l'Académie va laisser, l'Académie de peinture des Beaux-Arts de Vienne va commencer à laisser s'infiltrer des déserteurs de l'académisme. Je pense à Rodin, je pense à Ude. Ude était l'impressionniste allemand. Je pense à Segantini, qui aura même une médaille d'or à Vienne en 96, sauf erreur. Donc il va commencer à découvrir des manières alternatives de peindre et il va côtoyer, j'allais dire la fange, la plus belle littérature de l'époque, Schnitzler, Hofmannsthal et Hermann Bach, entre autres choses, qui vont l'amener à penser différemment. Cette peinture de Klimt, Józef Lewinsky, est une peinture qui, à mon avis, met en abîme cette propre théorie du positivisme photographique qu'on avait. Vous avez d'une part un portrait au centre d'un acteur bien connu, j'imagine un acteur du Burgtheater. Józef Lewinsky, avec cette écriture qui commence à apparaître sur fond doré, c'est-à-dire une bidimensionnalité au milieu d'une peinture tridimensionnelle parfaitement maîtrisée. Et sur la droite, vous avez des figures, des allégories peut-être de la mascarade qu'est le théâtre ici, avec cette femme qui enlève le masque. Mais peut-être que le travail de Klimt en lui est une mascarade et qu'il va se dévoiler. Il y a ici un tripode qui reste tridimensionnel, qui est un tripode grec. Je propose la chose suivante, il est en train d'amorcer un léger décrochage, il est en train de mettre en abîme son art parfait tridimensionnel et le mettre en face de la bidimensionnalité d'un art plus archaïque. Sur ce portrait de Josef Pembauer, je vous ai laissé la photo sur la gauche, voici à nouveau cette confrontation plus violente encore. Vous avez le portrait réaliste, photographique de Pembauer, qui était un pianiste, qui était un directeur et un professeur de piano. Derrière lui, bicolore, sans la moindre bidimensionnalité, un fond rouge et en or, l'instrument d'Apollon, la cithare.
Sur les côtés, ce cadre magnifique qu'on lui reconnaîtra après, qui était peut-être fait par son frère d'ailleurs déjà, les étoiles, Apollon jouant de la cithare sur une colonne ionienne, un poisson qui à mon avis est peut-être repris de frises mycéniennes. Vous avez ici une forme qui est une spatule avec les initiales GS qui renvoient probablement à une emblème d'un café viennois de l'époque. Deux têtes coupées, vous saurez à la fin de cette séquence ce à quoi on pense lorsqu'on voit des têtes coupées et qu'on fait de la psychanalyse. Et à gauche, le même tripode que tout à l'heure, strictement bidimensionnel cette fois. Il y a donc cette mise en abîme, ce que j'appelle un décrochage. Il présente l'antithèse de son propre travail, il déconstruit son travail tridimensionnel en l'encadrant avec un travail qui, lui, est bidimensionnel. Je vais vous présenter les bases de Klimt à partir de deux tableaux qu'on appelle des sopraporte, qui sont des dessus de porte qui avaient été commandés par un certain Dumba pour les dessus de porte probablement de son salon de musique. Le premier est Schubert au piano, le second est la musique, la deuxième version de musique qui a été détruite, d'où le fait qu'on travaille aujourd'hui avec une simple photographie. Schubert au piano est un tableau qui représente l'époque du Biedermeier. Le Biedermeier, c'est une époque où la haute bourgeoisie va développer ses traditions. Je vous signale que le Noël tel qu'on le connaît aujourd'hui avec le sapin de Noël et ses décorations date du Biedermeier. Quand on parle d'une salle de séjour, c'est une salle qui a été inventée pour le confort d'une haute bourgeoisie à l'époque du Biedermeier. Donc vous imaginez ici une scène de famille avec ces jeunes filles qui chantent, le maître d'hôtel derrière et Schubert au piano. Sauf que la touche maintenant est impressionniste. Ça n'est plus la touche que vous avez vue auparavant du grand peintre de la Ringstrasse. C'est une touche peut-être plus privée, légère, mais qui donne un effet de reflet dans l'eau, un souvenir qui s'efface, une période du passé, une période éloignée. Il aurait parfaitement pu travailler, lui qui maîtrise la tridimensionnalité, ce type de jeune femme chantant au piano. On peut presque lire la partition, mais non, déjà, il a changé de style, il s'éloigne de cette réalité, c'est un souvenir. J'aimerais écouter la musique que peut-être est en train de jouer Schubert au piano. In eine bessere Welt entrückt, ce qui veut dire la musique sublime nous transporte dans un monde meilleur. Donc cette musique va nous transporter dans un autre monde, d'où l'effacement de cette image, et c'est ce monde qu'on va découvrir maintenant. Il y a un grand changement, c'est plus du tout le même style, elle est détruite, mais on peut imaginer que les couleurs avaient déjà été simplifiées sur le modèle de musique 1. La musique, la version de 1898, est considérée comme une œuvre déjà, non pas philosophique. Klimt, a priori, ne lit pas beaucoup, en tout cas on ne le sait pas, on n'a pas d'écrit de Klimt, on n'a pas de correspondance, on est obligé de travailler sur sa peinture et uniquement sur sa peinture, on a quelques photos, mais on sait dans quel univers il évolue et on peut facilement imaginer qu'il connaissait, en tout cas indirectement, Schopenhauer et Nietzsche. Il côtoie dans les cafés tous ceux qui lisent tout au moins le texte de Beethoven, enfin le texte qui s'appelle un essai, le titré Beethoven, qui est écrit par Wagner et qui propage, qui est un texte culte à l'époque, et qui propage les idées de Schopenhauer. Nous avons un instrument qui est un instrument dit apollinien, la cithare. Mais je propose de vous montrer que si l'instrument est apollinien, la musique est faite d'une matière bouillonnante dionysienne. On retrouve ici tout d'abord les préoccupations de Schopenhauer, pour qui la musique est le premier des arts. On peut comprendre pourquoi Wagner l'admirait. Ces idées ont été reprises par Klimt sur la musique, qui a écrit
Schopenhauer als Erzieher, c'est-à-dire comme éducateur. Il y a une filiation. Et Nietzsche écrira ensuite La naissance de la tragédie, vous le savez, mais le titre entier, La naissance de la tragédie à partir de l'esprit de la musique. Pour lui, la tragédie était née avec une musique primitive qui, en particulier, stimulait les instincts primitifs, c'est-à-dire les instincts dionysiens. Il reprochait d'ailleurs à des auteurs comme Socrate et Euripide d'avoir arraché la tragédie à sa dimension dionysienne et de ne l'avoir laissée que pure rationalité. Le dionysien est très important chez Nietzsche, non pas qu'il aimait s'enivrer peut-être, je ne sais pas, mais à la fin de sa vie, non, avant de sombrer totalement dans la folie, il va donc s'identifier à Dionysos. Les éléments dionysiens, on va assez rapidement les repérer. Vous avez ici la sphinge. La sphinge, ce sont les instincts primitifs, c'est la femme, le continuum entre la femme et la bête, la connaissance brute, celle qui écorchait et dévorait les humains qui ne savaient répondre à sa devinette. Donc connaissance peut-être, primitive certainement. Et puis à gauche, ici, vous avez le personnage de Silène. Silène était l'ami de le père, selon les textes, le père ou l'ami de Dionysos. Si vous regardez la peinture classique, ou en tout cas la peinture de la Renaissance, vous allez apercevoir des scènes de Silène ivre et faisant un certain nombre de bêtises. On a donc ici et Dionysos, en la personne de Silène et éventuellement les instincts primitifs de la sphinge, et Apollon. Vous voyez ici un Apollon jouant de la cithare et ces personnages donc dionysiens. Nietzsche, toujours dans La naissance de la tragédie, qu'il dédicace d'ailleurs à Wagner, dans son premier chapitre parle de la science esthétique et il réclame une dualité dionysienne et apollinienne en esthétique. Comme il dit, il faut une dualité des sexes pour engendrer la vie. Donc comme il y a une dualité des sexes, eh bien, il faut retrouver les deux, c'est-à-dire retrouver le dionysien en art et en musique, ce que fait certainement et ce que va faire clairement Klimt dans les peintures qui suivront. Dionysos pour Nietzsche est le symbole de l'omnipotence sexuelle de la nature que vous avez donc à travers la sphinge. Mais il y en a une autre sur la gauche, c'est cette muse. Cette muse, je crois que c'est Chorske, il parle d'une muse tragique, je veux bien comprendre, on est ici dans un parallèle avec la naissance de la tragédie, mais il parle aussi de nécromancière. Il y a quelque chose de gênant, de décalé chez cette femme. Alors, une chose est décalée, c'est certain, c'est la poitrine. Peut-être qu'il répond à la poitrine de la sphinge, mais les poitrines sont exceptionnelles chez Klimt. Vous verrez ensuite, ce sont des personnages étroits de hanche à la poitrine plate. Vous retrouvez le visage des femmes fatales qu'on a étudiées ensemble, mais c'est cette main qui me gêne. Regardez, si on la compare à celle du Kunsthistorisches Museum, vous avez une main qui était potelée et délicate, et tout d'un coup, vous avez une main trop redressée, des doigts maigres. Pour moi, c'est une patte d'insecte. Elle a quelque chose de régressif qui crée un malaise ici. On peut aussi penser à Also sprach Zarathustra, à Ainsi parlait Zarathustra avec ce texte, donc autre texte de Nietzsche. Douce lyre, j'aime le son de tes cordes. Donc on est dans la musique apollinienne. Ce son enivré, ivresse, silès, donc Dionysos, de crapaud flamboyant. Alors le crapaud, ne me demandez pas pourquoi il est là, mais je sais que Nietzsche faisait des rêves de crapaud qu'il essayait de s'expliquer. Un crapaud flamboyant. Donc vous voyez les conflits qui sont propres à l'écriture de Nietzsche. Comme ce son me vient de jadis et de loin, du lointain des étangs de l'amour. Donc c'est une musique primitive qui vient des étangs, le monde des amphibiens et des serpents. Nietzsche cherche cette dualité qu'on retrouve ici. L'identification de l'élément dionysiaque comme étant féminin est une constante des théories et de l'imaginaire nietzschéen. Eh bien, en assimilant la dimension dionysienne à ses peintures, je pense que Klimt assimilait l'élément féminin. D'ailleurs, on va le voir tout au long de cette séance, Nietzsche, dans son texte, dans Nietzsche contre Wagner, il écrira « car la musique est une femme », donc on fait le lien entre la musique et la femme, et dans le savoir, il dit « oui, la vie est une femme ». Vous avez donc une égalité nietzschéenne, vie, femme, musique, que vous retrouvez ici. On a
les femmes et la musique, on verra comment il anticipe la vie et quelle est la structure dans laquelle la peinture de Klimt va s'établir. Je crains que ce soit à l'aune de la femme. Avant de se lancer sur la peinture de Klimt, il me semble important de faire un petit rappel sur qui était l'Empire austro-hongrois. On l'oublie souvent, l'Empire austro-hongrois était un empire qui était le plus grand empire d'Europe au début, enfin au XIXe siècle, en tout cas le plus peuplé, mais peut-être le plus fragile. Pensez à un géant au pied d'argile, l'image biblique est assez significative. L'ancien Saint-Empire romain germanique était en grande partie repris par l'Empire austro-hongrois, c'est-à-dire la maison habsbourgeoise. Avec la chute de l'Empire napoléonien, ça s'appelle le traité de Vienne, qui a donc été signé, je suppose, à Vienne en 1815, les terres qui n'appartiennent pas à l'Empire austro-hongrois vont être présidées, d'abord regroupées dans une confédération qu'on appelle la Confédération germanophone, et présidées par la maison Habsbourg. Donc, il gouverne indirectement, ou tout au moins contrôle, l'ensemble des terres germaniques, plus les terres slaves, jusqu'à la Russie, à peu de choses près. Ils vont connaître des crises de développement, en particulier avec les nationalités, ce qui fait qu'en 1848, on va mettre en place ce qu'on appelle un régime semi-libéral. Ce sera l'arrivée au pouvoir de Franz Joseph. C'est les femmes, entre autres, qui avaient organisé cette libéralisation du régime, parce qu'il y avait un syndrome, le syndrome de Marie-Antoinette. Elles se souviennent de ce qui était arrivé à Marie-Antoinette et c'était effectivement peu souhaitable. À partir de ce moment-là, le régime s'organise autour d'un Bürgerministerium et un parlement. La puissance de l'Autriche va être peu à peu attaquée par la Prusse. La Prusse va vouloir dominer la Confédération germanique et vous le savez, il y a la bataille de Sadowa qui a lieu en 1866, le tableau date de 67, c'est la bataille qui opposera la Prusse à l'Autriche-Hongrie. Et elle sera perdue par l'Autriche-Hongrie, ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, la Prusse va monter en puissance et va contrôler les autres pays de la Confédération. En 1870, la Prusse vaincra contre la France à Sedan, ce qui lui permet un an plus tard de déclarer le Reich, de proclamer le Reich et l'Empire avec le Kaiser et Bismarck d'autre part. Donc cette montée en puissance est fondamentale de l'esprit prussien, martial. Ils ont une culture, ils ont la politique et l'Autriche se sent de plus en plus marginalisée. Il y a ces phrases de Hermann Bach en 1910 écrit « Je vous rappelle la situation qui était encore la nôtre il y a 10 ans, pendant la triste période des années 1880 où nous étions coupés de la vie artistique européenne. » Donc ils sont occupés parce qu'ils sont enfermés dans la Ringstrasse avec des décorations rococo aussi magnifiques soient-ils, mais ils n'ont pas accès à ce qu'il se passe dans le reste du monde. Leur modernisation est difficile, l'économie est principalement agraire, Franz Joseph est un empereur conservateur, il ne supporte pas les ascenseurs, il n'aime pas les automobiles, il n'aime pas l'électricité, quand Napoléon III est à l'inverse finalement. Politiquement, ce pays est donc fragile et il est complexé par rapport à l'Allemagne. Hermann Bach ajoutera quelques années plus tard, là-bas, ils avaient Sedan, la victoire sur la France, tant qu'à faire, Bismarck et Wagner, et nous, qu'avions-nous? Ils ne s'en rendaient pas compte de ce qu'ils avaient. Ils ont des problèmes politiques en Autriche qui vont monter en puissance. Tout d'abord, le régime libéral qu'ils ont mis en place ont libéré des forces ennemies, c'est-à-dire les puissances des nationalités, d'une part, et d'autre part, un mouvement chrétien social ou chrétien socialiste qui était fortement antisémite, alors que dans la haute aristocratie, un très grand nombre étaient juifs, mais juifs déjudaïsés, totalement assimilés à la culture libérale dont fait partie la famille de Freud, de Schoenberg, de Wittgenstein et des autres. Donc ça, c'est leur première fragilité politique. La deuxième fragilité politique que vous connaissez tous directement ou indirectement, c'est la crise des nationalités dans ce vaste empire avec un certain nombre de millions de Slaves. Cette crise des nationalités va créer ce qu'on appelle une obstruction systématique au Parlement, ce qui fait que le Parlement ne peut plus légiférer à travers des lois votées par le Parlement, et il va légiférer à travers des décrets. Donc le Bürgerministerium en 1900 ne fonctionne plus. Donc ce régime libéral est revenu en arrière.
Et puis vous le savez tous, cette crise des nationalités a poussé un jeune étudiant slave, serbe, sauf erreur, à tuer l'héritier François Ferdinand à Sarajevo, ce qui déclenchera la Première Guerre mondiale. Et derrière la Première Guerre mondiale, il y a le démantèlement de l'Empire austro-hongrois. Donc tous ces artistes qu'on va voir dans un instant savent qu'ils sont ils vivent sur une banquise, ils sont sur un terrain glissant, ce qu'on appelle le Gleitende, et ils ne s'aiment pas. On parle de Selbsthass, et en plus certains sont presque antisémites alors qu'ils sont juifs. Je pense à Karl Kraus, on parle de Selbstjudenkraus. C'est une particularité autrichienne, tous, que ce soit les musiciens, les médecins, les intellectuels, les philosophes, les peintres, se croisent dans les mêmes cafés. Alors que si on prend l'exemple anglais, ça n'est pas du tout le cas. Il n'y a pas ces échanges entre les uns et les autres. Cette époque fut appelée par des grands historiens, des historiens de l'art dans le cas de Jean Clair, l'apocalypse joyeuse. Donc je vous ai parlé, on sent le démantèlement à venir, ça va craquer. Vienne va élire en 1895 un maire antisémite, Karl Lueger, alors qu'une grande partie de l'élite et de l'artisanat est juive. François-Joseph, en 1895, refuse de ratifier l'élection de Karl Lueger et Freud, paraît-il, a allumé un bon cigare. 2 ans après, le raz-de-marée est tel qu'il est obligé de le ratifier et je pense qu'il a dû éteindre son cigare. L'apocalypse joyeuse, donc cette idée de fin dans la gaieté, c'est un titre d'un livre sur Vienne en 1900 de Jean Clair. Vous avez ensuite un autre qui parle d'une Silicon Valley viennoise et c'est de cette Silicon Valley dont je vais vous parler. En littérature, vous avez ce qu'on appelle les Jungvien avec Karl Kraus, Hugo von Hofmannsthal, Arthur Schnitzler. Si vous n'avez pas lu Arthur Schnitzler, vous avez peut-être vu La Ronde au théâtre, mais vous avez certainement entendu parler de son livre La Nouvelle Rêvée, die Traumnovelle, qui a donné un film de Kubrick qui s'appelle Eyes Wide Shut. Et vous en connaissez la dimension érotique. En musique, Gustav Mahler et Arnold Schönberg qui ont intégré les leçons allemandes mais vont se détacher du goût bourgeois, surtout Schönberg qui n'aimait pas les écoutes faciles. Vous avez en philosophie Ludwig Wittgenstein qui sera avec son Tractatus un peintre fondamental sur le non-sens ou les limites du langage. Ce sont des idées qu'on ne reprendra finalement qu'en dans la deuxième partie, voire la fin du XXe siècle, assez proche des post-structuralistes. Et vous avez également en médecine Sigmund Freud que vous connaissez tous. Hoffmann, pour vous dire qu'il n'avait aucune conscience de vivre dans cette apocalypse joyeuse, il parlait donc d'un Gleitende, c'est une expression de Hofmannsthal. Je citerai Hofmannsthal qui écrit en 1896. Intellectuellement, nous vivons comme des... Donc, quand il dit nous, c'est nous les Autrichiens. Nous vivons comme des cocottes qui ne se nourrissent que de salades françaises et de sorbets. Alors, je ne sais pas ce qu'il voulait dire par salade française, mais manifestement, il valait mieux manger quelque chose de plus copieux. Pour lui, ils étaient faibles, marginalisés. En tout cas, ils se nourrissaient que de salade française. Ça ne fait pas très prussien comme nourriture, en tout cas. Et puis, il y a une lettre de certain Ernest Jones, au début de sa relation avec Freud, qui fait remarquer à Freud la vie passionnante qu'il doit avoir dans cette ville extraordinaire qu'est Vienne. Et voilà la réponse de Freud. Voilà 50 ans que je suis ici et je n'y ai jamais rencontré une seule idée nouvelle. Donc Freud n'avait pas non plus tout à fait conscience de vivre dans cette ville extraordinaire, dans cette Silicon Valley. Silicon Valley, il aurait du mal à le prononcer, mais quand même. Et puis, on verra bien sûr maintenant exclusivement Gustav Klimt autour de la sécession viennoise. J'aimerais vous présenter, avant de passer à la suite, cette caricature du concert de Scandale, le Scandal Concert de mars 1913. C'est Schönberg qui dirige. Vous savez, les Allemands, quand ils sont contents en concert, frappent des pieds. Quand ils ne sont pas contents, ils peuvent être en queue de pie ou bien habillés. Ils vont hurler. S'ils avaient été de tomates, ils les enverraient allègrement. Ici, c'est les coups de parapluie qui a donc eu lieu à ce concert. Schönberg dirige Alban Berg. Il dirige lui-même ses compositions, Schönberg, et il dirige des textes de Mahler. Donc manifestement, les Autrichiens, quand ils ne sont pas contents, les scandales sont poussés. Je voudrais vous faire écouter, hélas, de petits extraits d'un morceau de musique qui est de Ravel, qui est écrit juste après la Première Guerre mondiale, qui est sa valse. Et vous allez voir, on commence par une valse normale. On peut imaginer Sissi dans une salle de bal, n'est-ce pas, sur la Ringstrasse en train de danser.
Et puis cette fois, après, ça va accélérer. On voit que ça est en train de se déconstruire. Là, vous pouvez imaginer peut-être un dessin animé de Walt Disney où les choses sont en train de mal tourner, on danse trop vite, et la mort, l'explosion qui correspond à ce démantèlement de Vienne. Et gardez cette musique en tête parce que finalement, elle représente très bien, certainement, les sentiments qu'a fait tous ces génies finalement qu'a connu Vienne autour de 1900. Là, on ne peut plus vraiment danser, hein. Ça commence à être un peu catastrophique. Et puis la fin, le démantèlement. Il n'y a plus de Vienne. Donc vous sentez, ils sont capables de produire, c'est juste après la Première Guerre mondiale, mais un compositeur comme Ravel sent que cette valse qui est la tradition de la Ringstrasse de l'Empire austro-hongrois est en train d'imploser.